La maîtresse a empoisonné le thé de l'épouse enceinte. La réaction du millionnaire au tribunal a choqué tout le monde. On dit souvent que rien ne tranche plus profondément la chair que la trahison, surtout lorsqu'elle se dissimule derrière un sourire éclatant et qu'elle est servie avec élégance au fond d'une tasse de thé. Dans le silence feutré et exclusif du 16e arrondissement de Paris, l'hôtel particulier de la famille de Saint-Hubert suscitait l'envie des passants, s'érigeant en symbole absolu de réussite, de richesse et d'un amour intemporel. Pourtant, derrière ces lourdes grilles en fer forgé et ces sols en marbre d'une pureté immaculée, couvaient des secrets bien plus redoutables que le plus virulent des poisons. Lorsque Nathalie de Saint-Hubert, l'épouse adorée et enceinte du millionnaire Christophe de Saint-Hubert, tomba gravement malade après avoir bu son thé de l'après-midi, le soupçon se glissa dans chaque murmure, et au centre de cette toile se trouvait Léa. La jeune et rayonnante maîtresse dont la jalousie ne connaissait aucune limite. Vu de l'extérieur, l'hôtel particulier des de Saint-Hubert ressemblait à un rêve éveillé. Ses hautes colonnes haussmanniennes, ses jardins taillés au cordeau et son allée majestueuse témoignaient d'une classe incontestable et d'une famille parfaite sous tous les rapports. Christophe de Saint-Hubert, un séduisant homme d'affaires d'âge mûr à la tête d'un empire financier, vivait là avec sa belle et douce épouse, Nathalie. Aux yeux du monde parisien, ils incarnaient le couple doré, couronné de succès, glamour et attendant leur premier enfant. Mais derrière les portes closes, des failles commençaient à se dessiner. Nathalie, une ancienne institutrice issue de la classe moyenne, affichant la quarantaine élégante, était tombée sous le charme et l'ambition dévorante de Christophe. Leur romance fulgurante avait mené à des noces somptueuses et, à présent, à cette grossesse tant espérée. Cependant, à mesure que le ventre de Nathalie s'arrondissait, l'attention de Christophe semblait s'étioler. Il travaillait tard, voyageait constamment, se réfugiant souvent dans son domaine viticole en Provence sous couvert d'affaires, et dissimulait ses secrets derrière des réponses sèches et des dîners manqués. La raison de cet éloignement ? Léa. Léa représentait tout ce que Nathalie n'était pas, audacieuse, follement séduisante, issue de la jeune génération et d'un calcul froid. Christophe l'avait rencontrée lors d'un gala de charité, et leur badinage s'était rapidement mué en une liaison dangereuse. Tandis que Nathalie décorait la chambre de l'enfant et dévorait des ouvrages sur la maternité, Christophe s'éclipsait pour des rendez-vous clandestins dans des suites de palaces parisiens. Pour Léa, Nathalie n'était rien de plus qu'un obstacle. Le bébé à venir représentait une menace pire encore. À chaque nouvelle concernant la grossesse de Nathalie, la jalousie de Léa s'enracinait plus profondément. Elle était intimement persuadée que Christophe lui appartenait et elle n'avait aucune intention de perdre face à une simple institutrice qui avait eu de la chance. Mais Christophe, malgré sa liaison passionnée, ne parvenait pas à se résoudre à quitter Nathalie. La culpabilité le rongeait, sans toutefois suffire à l'arrêter. Il se persuadait qu'il pouvait tout concilier, l'épouse, la maîtresse, et l'image publique. Pendant ce temps, Nathalie ressentait ce changement. Sa froideur, sa distance, tout cela effritait lentement sa confiance. Pourtant, elle gardait espoir, convaincue que ce n'était là que le stress ou l'angoisse de la paternité imminente. Ainsi, la façade demeurait intacte. Pour les observateurs extérieurs, ils étaient toujours le couple idéal dans la demeure idéale. Mais à l'intérieur de l'hôtel particulier, la trahison grondait comme une tempête, attendant son heure pour frapper. Léa, quant à elle, n'allait plus attendre très longtemps. La grossesse de Nathalie n'avait rien d'une promenade de santé. Les nausées matinales la tourmentaient, et son médecin de famille, le docteur Jacqueline, une praticienne d'une soixantaine d'années à la voix rassurante, lui avait conseillé de rester calme, de bien s'hydrater et de se reposer. Néanmoins, Nathalie était déterminée à rester une partenaire active dans la vie de Christophe, assistant à divers galas de charité et événements publics pour maintenir le prestige du nom de Saint-Hubert. Avec un enfant en route, Nathalie estimait qu'il était crucial de présenter un front uni au monde. Parmi ces événements figurait un somptueux brunch organisé à l'hôtel particulier pour lever des fonds au profit de l'hôpital Necker-Enfants Malades. La propriété grouillait de traiteurs, de fleuristes, de photographes et d'invités arrivant dans des berlines rutilantes. Christophe glissait parmi la foule, distribuant poignées de main et sourires de façade. Nathalie, se sentant un peu gauche avec son ventre proéminent, se tenait près de la roseraie, accueillant les convives avec une chaleur sincère. C'est à cet instant précis que Léa fit sa première apparition officielle, sous les traits innocents d'une amie accompagnant David Maxwell. Elle portait une robe ivoire épousant parfaitement ses formes, semblant avoir été dessinée sur mesure pour capter le regard de Christophe, ce qui fonctionna à merveille. Dès l'arrivée de Léa, Christophe sentit son cœur rater un battement.
Il pria le ciel pour que Nathalie ne remarque pas la façon dont son regard s'était attardé une fraction de seconde de trop. « Christophe » s'exclama David en s'approchant de lui, Léa à ses côtés. « Je crois que tu as déjà rencontré Léa. » Christophe esquissa un sourire poli et forcé. « Oui, bien sûr. C'est un réel plaisir de vous revoir. » Léa répondit par un rire parfaitement calibré. « Merci de me recevoir dans ce lieu magnifique. J'ai tant entendu parler de votre œuvre philanthropique. » Nathalie remarqua la tension de Christophe, mais la mit sur le compte de la pression mondaine. Elle salua Léa avec la même bienveillance qu'elle offrait à tous ses invités. Mais lorsque Léa serra la main de Nathalie, une lueur traversa le regard de la jeune maîtresse, un mélange inexplicable d'envie et de malice. Nathalie sentit un frisson la parcourir mais choisit de l'ignorer. Au fil du brunch, Léa resta aux côtés de David, discutant poliment avec d'autres convives, mais de temps à autre, ses yeux traversaient la cour pavée pour se poser sur Christophe. La tension qui les reliait était palpable pour quiconque aurait pris la peine de regarder de près. Nathalie, ignorante de ce manège, demeurait l'incarnation de la maîtresse de maison gracieuse. Léa parvint à obtenir un instant seul avec Christophe près du grand escalier d'honneur. Elle se pencha vers lui, sa voix s'élevant à peine au-dessus d'un murmure. « C'est un événement tout à fait charmant, Christophe. La maison, le jardin, ta ravissante épouse. Tout est si parfait. » Le tranchant de son ton suggérait tout sauf de l'admiration. Christophe expira lentement. « Ne fais pas ça ici. »« Détends-toi, » rétorqua Léa, les lèvres s'étirant en un sourire narquois. « Je profite simplement du paysage. » Il adressa un sourire crispé à un invité qui passait, puis murmura, « Léa, je t'en prie. » Elle rit doucement, un son dénué de toute joie. « Tu t'inquiètes de ce que les gens pourraient penser. Je ne suis que la cavalière de ton associé, n'est-ce pas? Inutile de te tourmenter. » Cet instant était lourd de danger. Christophe se sentait pris au piège entre la nécessité de sauver les apparences et le désir brûlant qui continuait de fumer entre eux. Plus tard dans la soirée, une fois la réception terminée, Nathalie souffrait de douleurs aux pieds et au dos. Elle se recroquevilla sur un canapé en velours du salon, repensant à la journée. Christophe s'approcha, desserrant sa cravate en soie, la tension visiblement gravée sur son visage. « Tu te sens bien ?» demanda-t-il en prenant place à ses côtés. « Je vais bien, je suis juste épuisé. » Elle appuya sa tête contre son épaule. Qui était cette jeune femme que David a amenée? Elle semblait intrigante. Le souffle de Christophe se bloqua. « Je crois que c'est une relation de Paris, Léa. Elle s'intéresse aux œuvres de charité, du moins c'est ce que dit David. » Nathalie hocha lentement la tête, réprimant un bâillement. « Elle est belle, et très charismatique aussi. » Christophe hésita. « Je suppose, mais je la connais à peine. » Nathalie sourit, inconsciente de la trahison dissimulée derrière ses mots. Elle ferma les yeux, se laissant emporter par la fatigue. Christophe ressentit une pointe de remords, une émotion qui se faisait de plus en plus fréquente, mais qui ne suffisait pas à endiguer cet engrenage dangereux. Pendant ce temps, l'esprit de Léa bouillonnait de machination. Elle avait observé la douceur naturelle de Nathalie, et cet enfant à naître qui allait cimenter définitivement la dévotion de Christophe. Si Léa voulait s'assurer une place dans ce monde, elle devait agir. Et vite. Elle commença par étudier dans les moindres détails les habitudes de Nathalie. Il n'était pas difficile de glaner des informations quand on savait charmer les bonnes personnes. Le personnel de maison, des connaissances innocentes, et même les chroniques mondaines offrirent à Léa suffisamment de matière. La préférence de Nathalie pour le thé de l'après-midi, son affection pour les infusions aux herbes, le calendrier de ses consultations avec le docteur Jacqueline, et les vitamines spécifiques qu'elle ingérait. Le plan de Léa prit forme dans les ténèbres de son esprit. L'introduction graduelle d'un poison subtil dans le thé de Nathalie pourrait causer des complications. Rien de trop spectaculaire dans un premier temps, juste assez pour rendre Nathalie malade, fragiliser sa grossesse et semer la discorde dans leur mariage. Si tout était exécuté à la perfection, les soupçons resteraient infimes. Christophe, rongé par la culpabilité face à la santé déclinante de Nathalie, s'en voudrait de ne pas être assez présent. Peut-être même se tournerait-il vers Léa pour chercher du réconfort, s'enfonçant ainsi un peu plus dans sa toile sans même s'en rendre compte. Cette logique tordue dévorait les jours et les nuits de Léa. Elle reprit contact avec une figure obscure de son passé, un individu qui trafiquait des composés à base de plantes non réglementées.
Elle sollicita une substance capable de causer des dommages lents et insidieux, prétextant un besoin personnel. L'homme lui remit une petite fiole contenant un liquide incolore et inodore, affirmant qu'il affaiblirait quiconque le consommerait sur la durée, particulièrement une personne dans un état délicat. Léa dévisagea la fiole, le cœur battant à tout rompre. Elle ressentit un bref pincement de conscience, qui s'évapora instantanément sous la chaleur torride de l'envie et de l'ambition. L'amour n'avait jamais été le véritable moteur de Léa. C'était la soif de pouvoir, de statut social, et de cette vie de château que Nathalie possédait sans le moindre effort. Elle se persuada que si Nathalie était écartée, ou du moins rendue vulnérable, Christophe se tournerait vers elle avec une intensité décuplée. Elle croyait fermement qu'il réaliserait enfin qui méritait véritablement d'être à ses côtés. Ce fut le premier acte de cet empoisonnement qui allait bientôt transformer l'hôtel particulier des deux Saint-Hubert en un théâtre de secrets effroyables et de trahisons dévastatrices. Les semaines s'écoulèrent, et à mesure que la grossesse de Nathalie avançait, Christophe se montrait plus distant que jamais. Nathalie tentait de faire preuve de patience, se répétant qu'il subissait une pression colossale. À plusieurs reprises, elle suggéra une thérapie de couple, espérant qu'une tierce personne les aiderait à renouer avant la naissance. Christophe balaya ces suggestions d'un revers de main, invoquant son manque de temps. Pourtant, une autre tragédie se nouait en coulisses. Léa avait trouvé un allié inattendu au sein même de la maison, Mathis, un jeune assistant du personnel. Mathis n'était pas malveillant. Il était simplement issu d'un milieu modeste, mal payé, et totalement fasciné par ce monde de luxe qui s'étalait sous ses yeux. Léa, devinant le désir de Mathis d'échapper à sa condition, se lia d'amitié avec lui en prétendant admirer son sens de l'organisation et ses petites ambitions. Il fut d'une facilité déconcertante pour Léa de manipuler le jeune homme pour qu'il lui divulgue d'infimes détails sur la maisonnée, la marque de thé favorite de Nathalie, les horaires de ses rendez-vous prénataux, et surtout les moments où Nathalie se retrouvait seule. Généralement au milieu de l'après-midi. Léa devint experte pour savoir quand Nathalie se trouvait dans le jardin ou dans la bibliothèque, ce qui lui permettait de planifier ses visites clandestines sans risquer d'être découverte. Lors d'une de ces incursions, Léa se glissa par l'entrée de service avec l'approbation tacite de Mathis, qui croyait à une simple visite surprise. Dissimulée sous un grand manteau et un foulard en soie couvrant son visage, elle se faufila jusqu'à l'office où étaient conservés les thés et les provisions. Là, elle sortit sa fiole et versa minutieusement une petite quantité de la substance incolore sur une cuillère d'argent. Elle en imprégna les feuilles de thé, mélangeant avec une infinie délicatesse pour ne laisser aucune trace. Elle savait pertinemment que Nathalie se ferait infuser ce thé le lendemain après-midi. Cette pensée l'excitait et la répugnait tout à la fois. Son cœur cognait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle franchissait une ligne morale dont il n'y aurait aucun retour possible. Pourtant, elle persista, consumée par la jalousie et le désespoir. Le lendemain, Nathalie, se sentant d'une fatigue inhabituelle, demanda à Mathis de lui préparer son infusion de camomille habituelle. Avec un sourire courtois, le jeune homme s'exécuta, ignorant tout du poison qui souillait désormais la boîte en fer blanc. Quelques instants plus tard, Nathalie porta la tasse à ses lèvres, trouvant le goût légèrement âcre, mais attribuant cela à une nouvelle récolte ou à une légère erreur de dosage. Elle but la tasse entière, désireuse d'apaiser ses nerfs. Léa attendait fébrilement dans son appartement contemporain du Triangle d'Or, guettant un appel ou une rumeur, mais rien de spectaculaire ne se produisit ce jour-là. Nathalie souffrit d'une légère migraine et se coucha tôt, mettant cela sur le compte de l'épuisement lié à sa grossesse. À l'insu de Nathalie et de Christophe, le poison l'en prenait racine. Au cours des semaines qui suivirent, les nausées de Nathalie s'intensifièrent dramatiquement. Elle commença à souffrir de vertiges soudains. Le docteur Jacqueline prescrivit des examens complémentaires, mais ne trouva rien de concluant. Elle recommanda un repos strict au lit et une surveillance accrue des constantes vitales. L'inquiétude de Christophe pour son épouse prit soudainement le pas sur sa passion pour Léa, du moins temporairement. Il annula une série de déplacements dans ses vignobles en Provence pour rester au chevet de sa femme. Ce n'était absolument pas le résultat escompté par Léa. Elle observait de loin, fulminant de voir son plan se retourner contre elle. Au lieu d'éloigner Christophe de Nathalie, ses machinations l'avaient rapproché de son épouse. La santé défaillante de Nathalie avait réveillé l'instinct protecteur du millionnaire. Léa comprit qu'elle devait accélérer le mouvement si elle voulait obtenir l'issue désirée, la disparition définitive de Nathalie de la vie de Christophe. Cependant, le destin lui mit des bâtons dans les roues. Le père de Nathalie, Bernard, arriva à Paris. Homme d'une soixantaine d'années,
autoritaire et profondément attaché à sa fille, il fut alarmé par son état et décida de s'installer temporairement dans la suite d'amis de l'hôtel particulier. Bernard était un homme perspicace qui n'avait jamais vraiment apprécié le mode de vie ostentatoire de Christophe, mais pour le bonheur de sa fille, il avait mis ses opinions sous l'éteignoir. Jusqu'à ce qu'il remarque les fissures dans leur union. Bernard passait de longues heures avec Nathalie, l'écoutant parler de ses angoisses. Elle lui avoua sa crainte de voir Christophe s'éloigner émotionnellement, sans pour autant soupçonner une infidélité. Elle blâmait plutôt les exigences de sa fortune et de ses obligations mondaines. En privé, Bernard remettait en question la loyauté de son gendre. Il captait des signaux imperceptibles, un dîner annulé à la dernière minute, un regard fuyant qui trahissait des tourments inavouables. La présence de Bernard rendit les visites furtives de Léa infiniment plus complexes, et Mathis se retrouva sous une surveillance constante. Le vieil homme avait le don de repérer la moindre nervosité chez le personnel. Mathis, conscient du regard inquisiteur de Bernard, devint distant avec Léa, forçant cette dernière à raffiner sa stratégie, rendant chacune de ses manœuvres plus calculées et plus secrètes. Au cœur de cette tempête silencieuse, l'anniversaire de Nathalie approchait. Christophe, désireux de se racheter, organisa une célébration grandiose pour lui redonner le sourire. L'hôtel particulier serait à nouveau empli de compositions florales somptueuses, de musique classique et d'invités prestigieux. Nathalie, bien que toujours faible, s'en réjouissait, voyant là l'occasion de renouer les fils de son mariage. Elle s'accrochait à l'espoir qu'un instant de liesse partagée raviverait leur flamme, d'autant que la naissance approchait à grands pas. Léa, mise au courant de l'événement par un Mathis réticent, y vit à la fois une menace imminente et une opportunité en or. Si Nathalie apparaissait radieuse et épanouie devant le tout Paris, la presse mondaine en ferait les louanges, liant définitivement Christophe à sa femme. Léa ne pouvait tolérer une telle éventualité. Elle décida que ce dîner d'anniversaire serait le moment idéal pour administrer une dose bien plus forte de son poison, s'assurant que l'effondrement de Nathalie éclipserait toute festivité et mettrait potentiellement un terme à cette grossesse maudite. Le décor était planté pour une soirée d'anniversaire qui entrerait dans les annales de l'infamie, un point de bascule où loyauté, jalousie et avidité allaient se fracasser sous les lustres en cristal de la demeure des de Saint-Hubert. Le jour de l'anniversaire de Nathalie arriva, et l'hôtel particulier brillait de mille feux. Des arrangements floraux colossaux ornaient le vestibule. Un quatuor à cordes répétait dans le grand salon, et l'air crépitait d'anticipation. Nathalie, bien décidée à honorer cette journée malgré la fatigue écrasante et les vagues de nausée, avait revêtu une robe fluide en soie émeraude qui mettait en valeur son ventre rond. Elle semblait éthérée, bien qu'une pâleur de porcelaine s'attardât sur ses joues. Christophe, la culpabilité bouillonnant sous son vernis d'élégance, faisait tout pour incarner le mari dévoué. Il avait personnellement supervisé le menu, engagé le quatuor préféré de Nathalie, et même prévu un feu d'artifice dans les jardins pour clore la soirée. Il espérait que par ce geste majestueux, il expirait une part du péché de sa liaison avec Léa. Aujourd'hui, se jurait-il, tout devait tourner autour de Nathalie. Mais dans l'ombre, Léa avait dressé son piège avec une précision chirurgicale. Elle arriva en avance, usant à nouveau de son rôle de compagne de David Maxwell pour se fondre dans le décor. Cette fois, Mathis était bien trop affairé pour surveiller ses allées et venues. Léa trouva une fenêtre de tir parfaite pendant que le personnel s'affairait dans les cuisines pour préparer les hors-d'œuvre. Saisissant l'instant, elle se faufila dans l'office et repéra la boîte du thé d'anniversaire spécial de Nathalie, un mélange parfumé au jasmin et à la lavande dont elle raffolait. Le cœur tambourinant à l'intérieur de sa poitrine, elle vida une part considérable de la fiole sur les feuilles séchées. Les instructions de son fournisseur étaient claires, une dose massive pouvait provoquer une maladie foudroyante, une fausse couche, ou bien pire. L'esprit de Léa était un tourbillon d'émotions contradictoires, peur, ressentiment, et une exaltation malsaine. Elle referma la boîte hermétique, la replaça sur l'étagère, et ressortit avec la fluidité du nombre. Les festivités débutèrent dans un joyeux brouhaha, les invités devisant autour de flûtes de champagne et de canapés truffés. Bernard ne quittait pas des yeux sa fille, qui faisait d'héroïques efforts pour donner le change. Soudain, Nathalie fut saisie par un vertige fulgurant. Inquiet, Bernard lui suggéra de se reposer quelques instants dans l'un des salons de l'étage. Nathalie accepta à contre-cœur, refusant de créer un scandale le jour de son anniversaire. Christophe, ignorant la gravité de son malaise, était en pleine discussion avec la députée Véronique Carlson, une figure politique dont l'influence était capitale pour ses affaires. Dès qu'il apprit que Nathalie s'était retirée, il s'excusa promptement et monta la retrouver. Elle était allongée sur une méridienne,
un verre d'eau à la main, lui assurant qu'il ne s'agissait que d'une fatigue passagère. Christophe, à demi paniqué, insista pour que le docteur Jacqueline, présente parmi les invités, vienne l'examiner. Le médecin constata que les constantes étaient stables, conseillant simplement de l'hydratation et du calme. Rassurée, Nathalie accepta de redescendre pour la découpe du gâteau. Elle désirait ardemment s'accrocher à la joie éphémère de cette soirée. Lorsqu'elle descendit le grand escalier, une salve d'applaudissements retentit. Le gâteau, 3 étages de chocolat décadent, trônait sur une nappe tissée d'or. Nathalie sourit avec tendresse, émue par tant d'affection. Christophe la rejoignit, posant une main protectrice au creux de son dos. Léa, tapie à la périphérie de la foule, scrutait chaque mouvement. Elle vit le moment où une domestique murmura à l'oreille de Nathalie pour lui proposer son thé spécial d'anniversaire afin d'accompagner le dessert. La servante disparut vers les cuisines et prépara une théière du funeste mélange jasmin-lavande. Une fois les bougies soufflées et la première part savourée, la domestique apporta le plateau d'argent. Le liquide ambré dégageait un subtil parfum floral. Nathalie l'accepta avec gratitude, espérant apaiser son estomac noué. Elle porta la délicate tasse en porcelaine à ses lèvres, ignorant qu'elle renfermait la sentence de Léa. Le poison ne tarda pas à agir. En quelques minutes, le visage de Nathalie se vida du peu de sang qu'il lui restait. Une douleur atroce, semblable à une lame, lui déchira l'abdomen. Des perles de sueur glacée apparurent sur son front. Christophe, terrifié, remarqua ces tremblements incontrôlables. Il la rattrapa in extremis alors qu'elle s'effondrait, la tasse se brisant dans un tintement lugubre sur le marbre. Des cris d'effroi fusèrent parmi l'assemblée, qui se pressa autour d'elle. Le docteur Jacqueline fendit la foule, hurlant pour qu'on lui fasse de l'espace. Elle prit le pouls de Nathalie et vérifia sa respiration. La situation était catastrophique. Le rythme cardiaque était chaotique, et elle luttait pour aspirer une once d'air. Une ambulance fut réclamée en urgence absolue. Bernard se tenait à proximité, le visage figé dans une grimace d'épouvante, tentant vainement de rassurer sa fille. La panique se propagea comme un incendie dans les salons majestueux. Dans ce chaos, Léa parvint à feindre le choc avec une maestria glaçante. Elle essuya des larmes invisibles, consolant un David Maxwell désemparé, tandis que retentissaient les sirènes. Mais au fond d'elle-même, elle était tiraillée entre la terreur pure et une satisfaction morbide. Elle avait voulu ruiner la santé de sa rivale, mais la brutalité de l'effondrement dépassait toutes ses espérances. L'espace d'un instant, elle se demanda si elle n'avait pas franchi le point de non-retour. Christophe, à genoux sur le sol froid, berçait la tête de sa femme, les larmes ruinant son visage. Le remords le consumait tout entier. C'est à cet instant précis qu'il mesura l'immensité de son amour pour elle, et la folie de l'avoir considérée comme acquise. Alors que les ambulanciers s'engouffraient dans la pièce et soulevaient Nathalie sur une civière, Christophe se sentit frappé d'une impuissance absolue. Était-ce une complication fatale de la grossesse, ou le mal venait-il d'ailleurs? En boucle, il murmurait « Tiens bon, Nathalie. Je t'en prie, mon Dieu, tiens bon. » Les convives s'écartèrent comme les eaux de la mer Rouge. Personne ne comprenait la nature du drame, mais la détresse gravée sur les traits du millionnaire se passait de mots. Il craignait d'être au bord du gouffre, sur le point de perdre à la fois la femme de sa vie et leur héritier. Ainsi, la nuit où Nathalie devait célébrer la vie, elle gisait inconsciente dans l'habitacle exigu d'une ambulance, son destin suspendu à un fil. L'hôtel particulier, jadis vibrant de rires mondains, fut plongé dans des ténèbres de deuil, frappé par une tragédie qui n'avait rien d'un accident. Une tension insoutenable régnait dans la salle d'attente de l'hôpital américain de Paris à Neuilly. Christophe et Bernard faisaient les 100 pas, leurs regards fusillant anxieusement les doubles portes du service de réanimation. Les invités de la fête s'étaient dispersés, certains par sincère affliction, d'autres craignant l'odeur du scandale. Le docteur Jacqueline assistait l'équipe médicale, supervisant une batterie de tests pour élucider l'origine du collapsus. Léa traînait dans la salle d'attente, jouant les âmes en peine. David Maxwell tentait de l'apaiser, son bras enroulé autour de ses épaules. Elle tamponnait de temps à autre le coin de ses yeux avec un mouchoir brodé. Ceux qui la reconnaissaient ne voyaient en elle qu'une amie bouleversée. Christophe, quant à lui, la regardait à peine, perdu dans son propre enfer. L'angoisse atteignit son paroxysme lorsqu'un groupe d'obstétriciens pénétra dans les couloirs à pas pressés, chuchotant avec gravité avant de disparaître dans la chambre. Les minutes s'étiraient en heures interminables. Enfin, le docteur Jacqueline reparut, les traits tirés par la fatigue.
Elle est stabilisée pour le moment, annonça TL. Mais il est vital de comprendre ce qui a provoqué cela. Ces symptômes hurlent à l'intoxication sévère. Nous lançons des examens toxicologiques approfondis, et nous devons surveiller le bébé comme le lait sur le feu. Christophe sentit le sol se dérober sous ses chaussures en cuir sur mesure. Une intoxication. Nathalie aurait-elle pu ingérer accidentellement un produit mortel? Son esprit tournait à plein régime. Dans ce maelstrom de confusion, une vérité glaciale émergea. Le thé de Nathalie lui avait paru étrange ce jour-là, ou du moins l'avait-elle glissé au passage. Son cœur se mit à cogner douloureusement contre ses côtes. Quelqu'un aurait-il pu saboter son thé? Bernard, livide, broya l'épaule de Christophe de sa poigne. Comment est-ce possible? Elle est d'une prudence maladive. Elle ne mange ni ne boit rien à l'extérieur. Christophe se contenta de secouer la tête, les mots mourant dans sa gorge. Il n'avait aucune réponse, seulement une paranoïa naissante. Dans un éclair de lucidité terrifiant, son esprit dériva vers Léa. Pourtant, il repoussa l'idée aussi vite qu'elle était apparue. Il était trop monstrueux d'imaginer qu'elle ait pu sombrer dans une telle folie. La nuit s'étira dans un brouillard de douleur. Nathalie restait plongée dans le coma. Le docteur Jacqueline administrait des fluides en intraveineuse, scrutant les moniteurs. Le cœur du bébé battait faiblement, une lueur d'espoir fragile dans cet océan de désespoir. Au petit matin, Nathalie bougea légèrement, ses paupières papillonnant. Elle murmura le prénom de son mari avant de replonger dans les limbes. Le médecin expliqua que l'organisme de Nathalie combattait vaillamment les toxines, mais que l'issue restait incertaine. De retour à la résidence, les autorités investirent les lieux. Les enquêteurs de la police parisienne saisirent des échantillons du thé de Nathalie, ainsi que tous ses médicaments. Pour les soumettre au laboratoire. Christophe se plia à toutes leurs exigences, évoluant dans ce qui ressemblait à un cauchemar réveillé. Le personnel fut interrogé sans ménagement sur la provenance du thé et sur les personnes y ayant accès. Mathis, tremblant d'une culpabilité qu'il peinait encore à circonscrire, admit que les boîtes étaient stockées dans l'office, à la portée de quiconque ayant une raison de s'y trouver. Aucun d'eux ne prononça le nom de Léa. Après tout, elle n'était qu'une convive éblouissante, sans la moindre raison de s'égarer dans les cuisines. La presse s'empara de l'affaire avec la voracité des loups. Les matinales disséquaient la tragédie de la prestigieuse famille de Saint-Hubert. Les paparazzi faisaient le pied de grue devant l'hôpital américain et les grilles de l'hôtel particulier, affamés du moindre détail scabreux. À l'intérieur de la clinique, Christophe et Bernard veillaient jalousement sur Nathalie. Léa, craignant d'attirer l'attention des enquêteurs, se tenait à distance, bien que son téléphone vibrât sans cesse sous les appels des journalistes. Elle les ignorait tous, terrorisée à l'idée qu'un faux pas ne la trahisse. Une semaine s'écoula, et l'état de Nathalie s'améliora avec une lenteur exaspérante. Le rapport toxicologique tomba enfin, il confirmait la présence d'un composé rare, introuvable dans le commerce traditionnel. La brigade criminelle requalifia officiellement l'affaire en tentative d'empoisonnement. La demeure des de Saint-Hubert était désormais une scène de crime, et l'ensemble du personnel, y compris Mathis, fut placé sous l'œil inquisiteur de la justice. Le jeune homme, mort de peur, fouillait sa mémoire à la recherche d'un détail compromettant, mais n'osait pas impliquer Léa. Il l'avait innocemment aidée, sans se douter une seule seconde de la machination diabolique qu'elle tramait. Christophe, dévoré par le chagrin et dévoré par le doute, coinça Mathis dans un couloir. Qui d'autre aurait pu trafiquer ce thé, tonna-t-il. Mathis balbutia, évoquant un changement de fournisseur ou une erreur de livraison. Christophe lisait la terreur dans les yeux du garçon, mais ignorait si c'était le fruit de la culpabilité ou simplement la panique d'un innocent pris au piège. Un soir, brisé par l'éclairage blafard des néons de l'hôpital, Christophe s'effondra sur une chaise au chevet de sa femme. Il prit sa main, sentant l'or froid de son alliance contre sa paume. Les souvenirs de leur mariage l'assaillirent avec la violence d'un torrent, son rire cristallin lorsqu'il avait trébuché sur la traîne de sa robe, leur baiser fougueux sous une arche de fleurs blanches. La culpabilité lui lacérait l'âme comme les serres d'un rapace. Il repassa en boucle chaque instant volé avec Léa, chaque mensonge éhonté lancé au visage de Nathalie. Si elle ne s'en remettait pas, si l'enfant périssait, comment pourrait-il continuer à respirer? Dans un instant de clarté éphémère,
Nathalie s'éveilla et murmura d'une voix brisée, « Promettez-moi. Promettez-moi que vous ne me laisserez pas seule. » Même dans les limbes, elle semblait percevoir le tourment de son époux. Il serra sa main. « Je suis là. Je ne vais nulle part. » Des larmes silencieuses tracèrent des sillons sur ses joues. Il comprenait soudain l'immensité de son adoration pour elle, et qu'il vendrait son âme pour les sauver, elle et l'enfant. Mais cette révélation l'amena à examiner froidement le cas de Léa. Il se remémora ses sourires en coin, son arrogance, sa présence incongrue lors de cet anniversaire. Il affronta ses propres faiblesses morales, cette liaison qu'il n'avait jamais eu le courage de trancher dans le vif. Léa aurait-elle pu commettre l'irréparable? Le doute s'insinua en lui, refusant de lâcher prise. Peu après, la mère de Nathalie, de retour d'un voyage à l'étranger, accourut à l'hôpital. La vue de sa fille branchée à des machines la dévasta. L'atmosphère dans la chambre devint irrespirable. Christophe subissait de plein fouet le jugement muet de ses beaux-parents. Personne ne l'accusait frontalement, mais le sous-entendu était limpide, en tant que mari, il avait failli à son devoir de protection. Lorsque Nathalie reprit suffisamment de force, elle fit sa déposition aux enquêteurs. D'une voix chevrotante, elle détailla sa routine, son rituel du thé, et la faiblesse qui l'avait assaillie avant la fête. Puis, elle évoqua une vision floue, une femme, la cavalière de David, rôdant près de l'office les jours précédant le drame. Elle ignorait si c'était pertinent ou simplement l'égarement d'une invitée. Ce maigre détail alluma une étincelle dans le regard glacé du commissaire Morel. Il exigea sur-le-champ la liste des convives. Un nom retint immédiatement son attention, Léa. Elle n'était pas inconnue des services de police, son nom avait effleuré un dossier de fraude impliquant de riches héritiers par le passé, bien que rien n'ait jamais été prouvé. Morel convoqua immédiatement la jeune femme. Ils ignoraient encore que cet interrogatoire allait dérouler le fil d'une pelote faite de chantage, de manipulation, et mener à un affrontement d'une violence inouïe, ébranlant les fondations mêmes de la bourgeoisie parisienne pour s'achever dans l'arène judiciaire. Le commissaire Morel, accompagné d'un inspecteur adjoint, se présenta sans préavis à la porte de l'appartement de Léa, dans le prestigieux Triangle d'Or. Léa, qui érigeait le contrôle de soi en art de vivre, ouvrit la porte drapée dans un peignoir en soie sauvage, la coiffure impeccable. Un tressaillement imperceptible trahit sa surprise lorsque Morel brandit sa carte de police. « Mademoiselle », commença-t-il d'un ton sec en s'avançant, « nous aurions quelques questions concernant les événements survenus à la résidence des de Saint-Hubert. » Feignant une parfaite sérénité, Léa les invita à entrer avec un sourire obséquieux. « J'ai appris le tragique malaise de Madame de Saint-Hubert. C'est épouvantable. Comment puis-je vous être utile? » Morel la jaugea longuement avant de poursuivre. « Nous avons de sérieuses raisons de penser que le thé de Madame de Saint-Hubert a été empoisonné. Nous auditionnons l'ensemble des personnes présentes à la réception. Puisque vous y étiez, vos éclaircissements nous seraient précieux. » Léa les guida vers le salon contemporain, où d'épais tapis et un lustre audacieux témoignaient d'un luxe tapageur. Elle s'installa gracieusement sur un sofa, croisant ses longues jambes. « Je crains de n'avoir rien de bien utile à vous dire. Je suis arrivée au bras de David Maxwell. C'était une soirée délicieuse jusqu'à cet incident. J'ai été aussi sidérée que les autres invités. » Morel sortit un fin carnet de cuir. « Vous êtes-vous retrouvée seule, à un quelconque moment, à proximité des cuisines ou de l'office ce soir-là? » Les yeux de la jeune femme se rétrécirent d'une fraction de millimètre. « Non, il me semble que non. Le personnel grouillait de partout. Je suis restée auprès de David ou à converser avec les autres convives. » Face aux questions incisives du commissaire, Léa offrit des réponses d'un polissage parfait, ne laissant filtrer aucune faille. Morel quitta les lieux sans preuve matérielle, mais l'intuition du flic expérimenté ne trompait pas. Léa était trop lisse, son discours trop répété. Il savait que le vernis allait craquer. De son côté, Mathis, écrasé par le poids d'une culpabilité qu'il ne supportait plus, prit la décision de se confesser à Bernard, le père de Nathalie. Il sollicita un entretien privé. En larmes, le jeune homme expliqua comment Léa s'était attiré ses faveurs, lui soutirant des informations sur les habitudes de la maîtresse de maison, et comment il l'avait laissé s'introduire dans la propriété lors des absences de Nathalie.
Il dévoila tout, à l'exception du projet d'empoisonnement, car il n'en savait strictement rien. Il pensait avoir simplement facilité la curiosité d'une femme excentrique. Le visage de Bernard se crispa de fureur. Pourquoi avoir gardé le silence jusqu'à aujourd'hui, tonna le vieil homme, luttant pour ne pas exploser. J'étais terrorisé, monsieur, sanglota Mathis. Elle était si charmante, je ne pouvais pas imaginer que cela irait si loin. Je vous en supplie, monsieur, je n'ai jamais voulu faire de mal. Bernard comprit que la bêtise de Mathis l'emportait sur la méchanceté. Il tenta de le calmer, puis lui intima l'ordre absolu de répéter cette confession au commissaire Morel. Ce témoignage allait fournir l'arme fatale, le mobile et l'opportunité. Quelques jours plus tard, Mathis livrait un compte-rendu exhaustif dans les bureaux de la police judiciaire. Il décrivit les incursions secrètes, la fascination morbide de Léa pour l'emploi du temps de Nathalie, et cet instant précis où il l'avait surprise manipulant une fiole dans l'office, fait auquel il n'avait prêté aucune attention sur le moment. Morel tenait enfin sa proie. Il obtint immédiatement un mandat de perquisition pour le luxueux appartement du Triangle d'Or. Lorsque les forces de l'ordre débarquèrent, Léa tenta de maintenir sa façade altière, mais la panique la dévorait de l'intérieur. Elle assista, impuissante, à la fouille méthodique de son sanctuaire. Ordinateur, téléphone portable, carnet intime, tout fut saisi. Rien n'échappa à la sagacité des enquêteurs. Et soudain, au fond d'un tiroir verrouillé de son bureau, ils exhumèrent la fiole à moitié vide. Les techniciens de l'identité judiciaire confirmèrent quelques heures plus tard que le liquide correspondait en tout point au poison décelé dans le sang de Nathalie. Léa fut placée en garde à vue, puis incarcérée pour tentative d'assassinat. La nouvelle s'abattit sur Paris avec la fureur d'un ouragan médiatique. Les journalistes harcelaient Christophe pour obtenir une déclaration. Il se mura dans un silence de plomb, consacrant toute son énergie à la guérison de sa femme. Le nom prestigieux des de Saint-Hubert, jusqu'alors auréolé de respectabilité, traînait désormais dans la boue d'un scandale retentissant. Léa, enragée, hurlait au complot. Elle utilisa son unique appel pour s'attacher les services d'un pénaliste redoutable. Sa ligne de défense était claire, le poison avait été dissimulé chez elle par un ennemi cherchant à la détruire. Elle pointa du doigt David Maxwell, prétendant qu'il jalousait sa proximité avec Christophe, ou encore le pauvre Mathis, tissant un récit abracadabrant de chantage. Mais le dossier d'instruction était accablant. Les aveux de Mathis, la fiole découverte à son domicile, et les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l'hôtel particulier la montrant s'infiltrant par l'entrée de service. Le procès fut audiencé avec une rapidité fulgurante, captivant l'opinion publique. Comment une étoile montante de la vie mondaine parisienne avait-elle pu s'abaisser à tenter de tuer l'épouse enceinte d'un magnate de la finance? Christophe avait la nausée chaque fois que le prénom de Léa effleurait ses pensées. Il dut confesser son infidélité aux parents de Nathalie. Fous de rage, ils choisirent néanmoins de ravaler leur rancœur pour préserver leur fille, plutôt que de provoquer une rupture irrémédiable. Dans la quiétude oppressante de la chambre d'hôpital, Christophe avoua toute sa turpitude à Nathalie. Les yeux de sa femme s'emplirent de larmes, non seulement face à la morsure de la trahison amoureuse, mais face à l'horreur absolue, l'amante de son mari avait froidement prémédité le meurtre de son enfant à naître. Malgré ses blessures à l'âme, Nathalie s'accrochait à la vie avec une détermination farouche. Le docteur Jacqueline déclara qu'un véritable miracle permettait à la mère et à l'enfant de survivre, précisant que Nathalie exigerait des soins intensifs et une tranquillité absolue pour espérer mener la grossesse à terme. « Je suis si désolé », souffla Christophe une nuit, la tête baissée, ses larmes tachant les draps immaculés. « Jamais je n'ai voulu cela. » Nathalie hocha faiblement la tête, préférant économiser ses forces plutôt que d'exploser de colère. Le fossé de la trahison semblait infranchissable, mais pour l'amour de l'enfant qui grandissait en elle, elle refusait de laisser la haine la consumer tout entière. À l'approche du procès, l'opinion publique oscillait entre une condamnation unanime de la cruauté de Léa et une compassion voyeuse pour Nathalie. La presse à scandale insinuait parfois, avec une perversité crasse, que Nathalie, en parfaite épouse trophée, avait couru à sa perte, nourrissant ainsi la fascination maladive des foules. Dans ce climat nauséabond, les relations mondaines des de Saint-Hubert se scindèrent,
certains s'éloignèrent par crainte d'être éclaboussés, d'autres firent bloc par solidarité de caste. Les avocats de Léa élaborèrent une stratégie de la terre brûlée. Ils comptaient attaquer la chaîne de conservation des scellés, détruire la crédibilité du jeune Mathis, et même instiller l'idée vénéneuse que Christophe avait organisé ce complot pour se débarrasser d'une maîtresse devenue encombrante. Des rumeurs stipendiées racontaient que Léa se serait inquiétée de la santé mentale de Nathalie, suggérant une auto-intoxication. La défense était prête à jeter toutes les calomnies possibles dans l'arène du tribunal. Christophe se prépara au pire. Il accepterait l'opprobre public si cela permettait à la justice de triompher. La question qui brûlait toutes les lèvres à Paris était de savoir comment ce millionnaire réagirait en affrontant la maîtresse diabolique qui avait failli anéantir sa famille. Le jour de l'ouverture des débats, le palais de justice de Paris sur l'île de la Cité fut pris d'assaut. Nathalie, toujours convalescente, fit son entrée en fauteuil roulant, encadrée par Christophe et le docteur Jacqueline, dont la présence était médicalement requise. L'hystérie était totale, crépitement des flashs, journalistes hurlant leurs questions, et une foule avide de sang. Nathalie fixa un point droit devant elle, cherchant la promesse de la justice plutôt que l'humiliation du cirque médiatique. Dans la salle des assises, le juge Beaumont présidait les débats. Magistrat d'une droiture légendaire et d'une fermeté impitoyable, il exigea le silence absolu sous peine de faire évacuer la salle. Léa siégeait dans le box des accusés, entourée de ses ténors du barreau. Elle arborait une robe noire stricte, les cheveux tirés en un chignon austère. L'arrogance mondaine avait laissé place à une gravité calculée. Les chefs d'inculpation étaient d'une lourdeur écrasante, tentative d'assassinat avec préméditation sur une femme enceinte. L'avocat général ouvrit les hostilités en dépeignant la jalousie féroce et l'avidité de Léa, une prédatrice sociale prête à tout broyer sur son passage pour usurper la place de l'épouse légitime. Mathis fut le premier appelé à la barre, les larmes étranglant sa voix lorsqu'il narra son aveuglement. Il raconta les flatteries de l'accusée, les informations glanées, et ces instants fatidiques où elle errait dans l'office. La défense tenta de le déchiqueter, l'accusant de régler des comptes personnels ou d'avoir cédé aux pressions de la police. Mais la voix de Mathis, bien que tremblante, porta la conviction de celui qui n'a plus rien à cacher, si ce n'est sa terrible honte. Les experts toxicologues lui succédèrent, démontrant implacablement le lien chimique parfait entre le poison de la fiole et le sang de Nathalie. Ils décortiquèrent la cinétique de la substance, balayant toute hypothèse d'ingestion accidentelle d'un produit ménager. Enfin, la cour appela Christophe de Saint-Hubert. Un silence sépulcral tomba sur le palais de justice. L'homme qui avait ouvert les portes de l'enfer à sa propre famille s'avança. Il prit place à la barre, déclina son identité, et entama son récit d'une voix sourde, chargée d'un repentir abyssal. Il raconta sa rencontre avec Léa, l'engrenage de la passion, et l'ignominie de sa trahison conjugale. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense sortit ses griffes, tentant de piéger Christophe, suggérant qu'il avait manipulé sa maîtresse pour se défaire de ses obligations familiales. Christophe ne s'y a pas. Il démontra l'absurdité absolue de cette théorie, lui qui vénérait l'héritier qui l'attendait. C'est alors que survint l'instant charnière. L'avocat de Léa, d'un ton provocateur, lui demanda à brûle-pourpoint s'il éprouvait encore la moindre passion pour l'accusé. Christophe tourna lentement la tête vers Nathalie, assise dans son fauteuil, pâle mais d'une dignité royale. Il inspira profondément. « J'ai été aveugle, égaré par la vanité. Mais cela est mort. Ma seule raison de vivre aujourd'hui est mon épouse, mon enfant, et de m'assurer que l'auteur de cette atrocité paie le prix de sa folie. » Pour la première fois depuis son arrestation, la carapace de Léa se fissura. Elle se leva brusquement, tremblant de tous ses membres, le visage déformé par une rage désespérée. « Tu m'avais tout promis, » hurla-t-elle, sa voix se répercutant contre les boiseries centenaires de la salle d'audience. « Tu m'avais juré que tu m'aimais. » Le juge Beaumont frappa violemment de son maillet, exigeant l'ordre. Les gendarmes s'approchèrent pour la contraindre à se rasseoir. Elle s'effondra, secouée de sanglots hystériques. Les jurés, sidérés, venaient de contempler le visage nu de son instabilité psychiatrique et de sa folie meurtrière.
La suite du procès fut un chemin de croix pour la défense, qui tenta vainement de faire de l'accusé la victime d'un homme de pouvoir. Le ministère public balaya ses arguments chimériques à grands coups de relevés téléphoniques et de preuves scientifiques. Il ne fallut que 2 jours aux jurés pour forger leur intime conviction. Lorsque le porte-parole du jury se leva, l'air semblait s'être solidifié. Sur la question de la culpabilité. L'accusé est déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Un tumulte s'empara de la salle, étouffé par le rappel à l'ordre cinglant du magistrat. Le visage de Léa prit la couleur de la cendre. Elle secouait la tête, incapable de concevoir que le château de cartes de ses ambitions vénéneuses s'était effondré sur elle. Le juge Beaumont prononça une lourde peine de réclusion criminelle, fustigeant la froideur de la préméditation et la lâcheté de s'être attaqué à une femme enceinte. À cet instant précis, tous les regards convergèrent vers Christophe. Les mauvaises langues prédisaient qu'il s'effondrerait, ou qu'un reste d'affection l'amènerait à esquisser un geste de pitié. Sa réaction figea l'assistance. Il s'approcha lentement du box vitré, plongea son regard dans celui de Léa l'espace d'une seconde glaciale, puis lui tourna le dos avec un mépris absolu. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage lorsqu'il revint auprès de Nathalie, posant délicatement sa main sur son épaule. Les chroniqueurs judiciaires décrivirent cette attitude comme celle de la dévastation muette d'un homme terrassé par l'ampleur de ses erreurs. La presse titrerait le lendemain sur « Le regard qui a figé les assises », capturant ce point final jeté au visage de la femme qui avait failli anéantir sa lignée. On n'y lut que regret infini et acceptation solennelle du châtiment de sa propre conscience. Léa fut emmenée, les poignets entravés. Nathalie observait la scène, silencieuse. « Pourquoi avez-vous fait cela, Christophe ? Pourquoi elle ?» murmura-t-elle, le vouvoiement tombant soudainement comme une lame glacée entre eux, érigeant un mur invisible. À travers ses larmes, elle ne voyait plus le brillant PDG, mais un homme brisé par l'orgueil, mis à genoux par ses propres péchés. « J'ai été insensée, Nathalie », balbutia-t-il, incapable de soutenir ce vouvoiement qui marquait la fracture de leur âme. Le couperet de la justice était tombé, mais le calvaire intime des de Saint-Hubert ne faisait que commencer. Dans les mois qui suivirent, Nathalie dut réapprendre à vivre, luttant contre les séquelles physiques du poison et les cicatrices invisibles de la trahison. Christophe, sous l'œil implacable du tout Paris, luttait pour concilier sa contrition avec la terreur rétrospective d'avoir presque tout perdu. Et pour Léa, celle qui s'était rêvée en châtelaine de la haute bourgeoisie, ne restait que l'obscurité d'une cellule, un tombeau de béton où les illusions se meurent et où le regret s'invite chaque jour que Dieu fait. Le temps passa et l'hôtel particulier semblait d'un vide assourdissant. Les mondanités avaient été bannies. Le personnel œuvrait dans un recueillement monacal, dévoué à la quiétude de la maîtresse de maison. Le docteur Jacqueline avait métamorphosé un boudoir du rez-de-chaussée en chambre médicalisée, venant 2 fois par semaine s'assurer de la vigueur du rythme cardiaque fœtal. Par miracle, le bébé avait survécu à la tempête chimique, bien que la grossesse demeurât sous haute surveillance. Christophe passait des heures entières au chevet de sa femme, tenant cette main qui s'était refusée à lui les premiers temps, faisant la lecture ou respectant le silence. Ils évitèrent d'abord de retourner le couteau dans la plaie béante. Mais une après-midi, alors que la pluie d'automne fouettait les baies vitrées donnant sur le jardin, Nathalie brisa le silence, employant toujours cette distance qui le crucifiait. « Que espériez-vous trouver auprès d'elle » Il baissa les yeux sur ses paumes. « Je me suis laissé enivrer par mon ego. J'ai laissé ma vanité aveugler mon jugement, oubliant que je possédais déjà l'essentiel. » Elle l'observa, le regard chargé de mélancolie. « J'essaie de vous pardonner, Christophe. Mais le chemin est rude. »« Je le sais, » répondit-il, la voix brisée. « Et je consacrerai chaque seconde de mon existence à racheter cette faute. » Il passait de longues veillées à débattre, tantôt de l'abîme qui les séparait, tantôt des jours heureux de jadis. Leur lien était de cristal, recollé avec une minutie infinie, jamais totalement lisse, mais recouvrant peu à peu sa forme. Nathalie posa comme condition sine qua non qu'il suive une psychothérapie pour purger les démons de son arrogance. Christophe s'y plia sans murmure, multipliant les séances individuelles et de couple. Il délégua la gestion quotidienne de son empire financier à son directeur général. Il voulait être présent à chaque échographie,
à chaque soupir de sa femme. La presse continuait de rôder, traquant le moindre pas de l'héritière convalescente, spéculant sur un divorce imminent. Ils choisirent la dignité du silence, refusant d'offrir leur reconstruction en pâture aux vautours. David Maxwell, rongé par la honte d'avoir servi d'entremetteur, envoya une longue lettre d'excuses. Nathalie l'accepta froidement, la vie était devenue trop sacrée pour s'encombrer de fausses amitiés. Mathis tenta de démissionner, s'estimant indigne de les servir. À sa grande stupeur, le couple refusa, préférant lui offrir une seconde chance, assortie d'un encadrement rigoureux et d'un suivi psychologique. Le jeune homme jura une fidélité éternelle à la famille. Un cercle très restreint d'intimes organisa une modeste célébration dans le jardin d'hiver pour l'arrivée de l'enfant. La simplicité de la réception jurait avec le faste d'antan. Lorsque Nathalie déballa les layettes tissées de fil d'or, sa main caressant son ventre rond, l'espoir d'une aube nouvelle dissipa enfin les ténèbres. À l'énoncé de la sentence de la cour d'assises, confirmant 15 années de réclusion criminelle incompressible, un frisson parcourut la capitale. Les rumeurs d'un livre confession écrit depuis la prison furent étouffées par ses propres avocats. Pour le couple, cette condamnation sonnait le glas d'un cauchemar, rappelant la fragilité foudroyante de l'existence. Christophe se réveillait parfois en hurlant, la chemise trempée de sueur, revoyant la tasse de porcelaine se fracasser sur le sol. Mais la thérapie pansait les plaies. Le terme approchant, le docteur Jacqueline opta pour un accouchement déclenché afin d'optimiser la sécurité de l'intervention. Au petit matin, les contractions saisirent Nathalie, et elle fut transportée à l'hôpital américain. Christophe, blême, lui tenait la main, murmurant des prières oubliées. Le travail fut un calvaire d'épuisement, mais au bout du tunnel de la souffrance, Nathalie mit au monde une petite fille prénommée Amélie. Au premier cri strident de l'enfant, les deux parents éclatèrent en sanglots, submergés par une gratitude vertigineuse. Amélie incarnait la rédemption, l'innocence triomphant du poison et de la noirceur humaine. De retour dans le 16e arrondissement, l'hôtel particulier retrouva une âme. La chambre d'enfant, baignée de teintes pastel, devint le cœur palpitant de la maison. Les rires résonnèrent à nouveau, non plus ceux de courtisans avinés, mais les rires tendres de parents éblouis par le miracle de la vie. Un soir, voyant Christophe bercer Amélie avec une adoration presque religieuse, Nathalie franchit enfin le Rubicon de la rancune. L'homme futile avait disparu, broyé par l'épreuve, remplacé par un père dont la ferveur balayait les fantômes du passé. Elle fit le choix conscient du pardon absolu, abandonnant enfin le vouvoiement qui les séparait pour retrouver le tutoiement des jours heureux. Ils ne laisseraient pas la haine de Léa dicter l'histoire de leur famille. Christophe orienta la fortune d'aide de Saint-Hubert vers la création d'une fondation d'aide aux femmes victimes de violences, tandis que Nathalie trouvait la force d'animer des cercles de parole pour les mères en grande détresse. Et ainsi, l'imposante façade haussmannienne de la résidence cachait désormais, non plus des secrets nauséabonds, mais une famille ressoudée au fer rouge de l'épreuve. La tasse de thé mortel n'était plus qu'une relique dans les archives judiciaires, symbole de la fragilité de la confiance et de la résilience de l'amour véritable. Tandis que Léa Morgan se consumait de rage derrière les barreaux de sa cellule, Nathalie, Christophe et la petite Amélie goûtaient à une richesse que l'argent ne saurait acheter, la paix d'une affection arrachée aux griffes de la mort. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage poignant où la jalousie a croisé l'innocence. L'effroi de ce millionnaire au tribunal nous rappelle que l'élégance cache parfois des monstres de froideur. La résilience de Nathalie est un hymne à la vie, la contrition de Christophe, une leçon sur le prix de la trahison, et le châtiment de Léa, le juste salaire de la démesure. Si cette chronique judiciaire romancée a fait vibrer votre âme, nous vous invitons à aimer cette œuvre, à la partager avec les amateurs de grands drames humains, et à vous abonner pour découvrir d'autres tragédies où l'ombre et la lumière s'affrontent sans merci.